Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président burundais Pierre Nkurunziza a accepté de dialoguer avec l'opposition, une décision prise à la suite de la visite du secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, les 22 et 23 février 2016 au Burundi. En République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition G7 refuse d'aller au dialogue national voulu par le président Joseph Kabila. Cette prise de position fait suite au dernier communiqué de plusieurs institutions internationales encourageant au dialogue politique. Et puis les côtes togolaises sont menacées par l'érosion. Le réchauffement climatique entraîne la dégradation de plusieurs villages implantés le long du littoral. Des villages menacés de disparaître d'ici 2030 selon les experts. Mais tout d'abord, au Tchad, l'opposition appelle à une journée ville morte ce mercredi 24 février 2016. Après l'annulation de la marche pacifique empêchée par la police à Djamena ce mardi, les opposants appellent à une journée de grève générale. La principale revendication est le retrait de la candidature de l'actuel président Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession au scrutin du 10 avril 2016. Le président burundais Pierre Nkurunziza a accepté de dialoguer avec l'opposition lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, les 22 et 23 février 2016. Le chef de l'État burundais s'est engagé à accepter un dialogue inclusif avec l'opposition. La date et les participants à ces négociations restent encore à définir. Un sujet de la rédaction. Dialogue inclusif accepté par le président burundais Pierre Nkurunziza. En visite au Burundi les 22 et 23 février 2016, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ben Ki-moon, a obtenu l'engagement du président Pierre Nkurunziza pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Depuis la réélection du chef de l'État Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat en avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique. Ben Ki-moon était venu au Burundi pour s'enquérir de la situation. Il a vu comment il a été accueilli au Burundi et il a échangé avec le président et les échanges, c'était excellent. Donc pour vous dire que Ban Ki-moon a été très content de voir l'état de la situation au Burundi et l'état de l'évolution de la situation sécuritaire au Burundi. Et pour vous dire que la visite de Ban Ki-moon a été pour nous une très bonne occasion pour montrer que le Burundi est un pays de paix, malgré les attaques des terroristes. Aucune précision n'a été donnée quant aux participants à ce dialogue politique. Le président Pierre Nkurunziza se dit prêt à dialoguer avec tous les acteurs politiques du pays, sauf ceux engagés dans des actes qu'il qualifie de déstabilisation. L'engagement à un dialogue inclusif semble salué par tous. La première leçon de cette visite, c'est que le langage de fermeté paye toujours face à un régime qui est un régime connu pour son autisme. Ban Ki-moon était venu avec deux objectifs: obtenir l'engagement du gouvernement pour la reprise des négociations à Kampala ou Arusha. Deuxièmement, obtenir la libération des prisonniers politiques et évidemment l'arrêt des crimes, des exécutions extrajudiciaires. Depuis le 20 février 2016, des mandats d'arrêt internationaux contre 15 personnalités burundaises, dont plusieurs leaders de l'opposition, ont été annulés et 2 radios privées fermées depuis mai 2015 ont été réouvertes par les autorités burundaises. Des éléments encourageants pour le dialogue inter-burundais, une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devrait se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici au 28 février 2016. Dans l'actualité également, au Niger, alors que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a publié lundi 22 février les résultats partiels de l'élection présidentielle, la coalition de l'opposition refuse de s'y soumettre. L'opposition ne les reconnaît pas et dénonce des fraudes lors du scrutin. Rappelons que ces résultats partiels placent en tête l'actuel président Mahamadou Issoufou, candidat à sa propre succession.
La coalition de l'opposition G7 n'ira pas au dialogue en République démocratique du Congo. Cette faction de l'opposition réagit au dernier communiqué conjoint de plusieurs institutions internationales, dont l'Union africaine et l'ONU, et a confirmé sa position de ne pas aller au dialogue national, un dialogue invoqué par le président Joseph Kabila depuis novembre 2015, mais dont aucune date n'a été fixée. Olivia Yéré-Dobré. Le G7 refuse le dialogue tel que le conçoit le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Les dirigeants du G7, groupement de 7 partis politiques de l'opposition, ne souscrivent toujours pas au dialogue national tel que convoqué par le président Joseph Kabila. En réaction au communiqué conjoint de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, en vue de la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, les membres du G7 se disent plutôt favorables à l'idée de négociations directes entre acteurs politiques en vue d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les dialogues de M. Kabila, la volonté de M. Kabila, c'est d'organiser un dialogue pour la violation de la Constitution pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. M. Kabila ne veut pas qu'on organise les élections dans le délai constitutionnel. Il n'est pas que dans la Constitution du Congo, l'élection du président de la République a un calendrier dans la Constitution et le mandat du président est de 5 ans renouvelable une seule fois. M. Kabila voudrait organiser un dialogue pour chercher un prétexte de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà pourquoi nous, qui défendons la légalité constitutionnelle, nous exigeons cette chose, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Pour le gouvernement, il s'agit d'une posture publicitaire de la part de ce groupe de parlementaires exclus de la majorité qui finira par venir au dialogue. C'est quelque chose d'assez insensé parce que le président a appelé un dialogue pour que nous puissions discuter du processus électoral. Et eux, ils disent qu'ils ne veulent pas du dialogue convoqué par le président. Ils veulent des négociations directes pour parler du processus électoral, ce qui revient au même. Alors, je ne sais pas avec qui il faudrait discuter. Le président est le chef de la majorité. Donc, je pense que ce sont des gens qui font simplement une posture de publicité, simplement, et qui vont venir au dialogue. Le G7 considère par ailleurs que l'organisation des scrutins à bonne date équivaut à les tenir dans les délais constitutionnels. Pour le regroupement, au-delà du délai constitutionnel, il se créera la vacance du pouvoir au sommet de l'État, dont la responsabilité pleine sera portée par le président de la République. Dans ces conditions, de l'avis du G7, les élections devront être organisées sous la responsabilité d'un président intérimaire. Cela dans un délai de 120 jours, conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la Constitution congolaise. Dans le reste de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante guinéenne a publié le chronogramme des élections communales et communautaires. L'organisation a annoncé le report de ces élections en octobre 2016 suite à des contraintes financières et juridiques. Ce nouveau calendrier divise les acteurs politiques du pays car ces élections étaient initialement prévues pour le premier semestre 2016. Le réchauffement climatique menace de nombreuses côtes togolaises. Depuis quelques années, le pays est victime d'érosion côtière. De nombreux villages bâtis le long des côtes subissent cette dégradation. Un phénomène inquiétant à tel point que les experts prévoient la disparition de nombreux villages d'ici 2030. Siamlo Victoria Sedji, commenté par Oumou Kalsumba. Le réchauffement climatique gagne du terrain au Togo. De plus en plus, on assiste à la montée des eaux et un raccourcissement de la ligne de rivage. Certains habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons, détruites par l'avancée de la mer. Des villages comme celui d'Agbavi, situé à 20 km de la capitale, sont menacés par l'érosion et risquent de disparaître à cette allure, selon les experts. On dit que d'ici 2030 ou bien 2031, nos villages ne vont pas exister. Bon, quelle solution on peut nous chercher? Là, on ne nous a pas répondu. On sait bien que le gouvernement est en train de chercher des solutions. Mais on va rester jusqu'à 2030. C'est ça notre inquiétude.
Plus de 70% des plages sont ravagées par l'érosion côtière. Pour les experts, l'érosion a été exacerbée par certaines activités anthropiques, notamment la pollution et l'urbanisation accélérée du littoral. Préoccupé, le gouvernement togolais avait pris certaines mesures. 5 millions de dollars ont été alloués pour construire des brise-lames afin d'atténuer la dégradation côtière. La dernière conférence des Nations Unies sur le climat à Paris a été l'occasion pour le président du Togo, Faure Gnassingbé, d'inviter les dirigeants du monde à aider son pays dans la lutte contre l'érosion côtière. Il y a 2 routes côtières qui sont dans la mer. Et la 3e route côtière, vous voulez la faire. Si vous ne luttez pas contre l'avancée de la mer, à quoi ça servira de faire une belle route qui, dans 10 ans, si rien n'est fait, va se retrouver dans la mer? Donc, essayons de renverser nos priorités. Le niveau marin a gagné 8 cm de 1992 à 2015. En 2100, il pourrait atteindre une hausse d'au moins 90 cm et d'environ 1 mètre si rien n'est fait. Selon les experts, la mer gagnerait chaque année 7 à 15 cm de rivage. Les derniers accords sur le climat devront être appliqués par les États parties pour garantir la sécurité des côtes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.